Hawaï, 13 janvier 2018, 8h08 du matin. Tous les téléphones de l'île vibrent en même temps. Le message dit alerte balistique, menace de missiles entrant. Cherchez immédiatement un abri. Ceci n'est pas un exercice. 38 minutes de terreur. Des parents cachent leurs enfants dans les égouts. D'autres foncent sur l'autoroute. D'autres encore appellent leurs proches pour leur dire adieu. Chacun suit son instinct. Et chacun de ces réflexes aurait été mortel si la bombe avait été réelle. Parce que dans les 72 heures qui suivent une explosion nucléaire, ce n'est pas le champignon atomique qui tue le plus de monde. C'est ce que tu fais après. Maintenant, vous allez découvrir comment votre instinct de survie devient votre pire ennemi. Pourquoi prendre de l'iode, c'est parfois comme mettre un casque de vélo pour arrêter un camion. Ce qui tombe vraiment du ciel après l'explosion. Et pourquoi ne rien faire est parfois l'acte le plus héroïque au monde. Et ce jour-là, à Hawaï, on a vu exactement ce que les gens font quand ils croient qu'une bombe arrive. Près d'un tiers des habitants ont cru immédiatement. Un tiers, en quelques secondes, sans vérifier, sans réfléchir. Et c'est normal, quand ton téléphone te dit que tu vas mourir, tu ne vas pas aller sur internet vérifier si c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement ce que toi, moi, on aurait fait. Certains ont sauté dans la voiture et foncé vers la sortie de la ville. Les autoroutes sont bloquées en quelques minutes. D'autres ont appelé leurs proches. Le réseau a saturé presque instantanément. Un père a ouvert une bouche d'égout et a poussé ses enfants dedans pour les protéger. Des étudiants ont envoyé des SMS d'adieu à leurs parents. Et tu vas me dire, ok, mais c'est logique, face à un danger, tu fuis, tu protèges tes proches, tu cherches un abri, c'est l'instinct de survie. Sauf que non, face à une bombe nucléaire, chacun de ces réflexes est une erreur. Pas une petite erreur, une erreur qui te tue. Fuir en voiture et tu t'exposes en plein air au moment exact où des particules radioactives invisibles commencent à retomber du ciel. Appeler tes proches, tu perds les minutes les plus précieuses de ta vie, celles où tu devrais courir vers le bâtiment en béton le plus proche. Te cacher dans des égouts, zéro protection contre les radiations. Et attendre le secours, personne ne viendra. Pas avant 72 heures minimum. Ce qui s'est passé à Hawaï, c'est une répétition générale. Sauf que la salle était vide, il n'y avait pas de bombe. Mais les réflexes, eux, étaient réels. Et si la bombe avait été réelle, ces réflexes auraient transformé une catastrophe en massacre. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que personne ne savait quoi faire. Pas de sirène déclenchée, quasiment pas d'abri public signalé. Il a fallu 38 minutes pour qu'un deuxième message annule l'alerte. 38 minutes pendant lesquelles les gens ont cru vivre leurs derniers instants et ont fait exactement les mauvais choix. Et non parce qu'ils étaient stupides, mais parce que personne ne leur avait jamais expliqué une chose simple. Face au nucléaire, ton instinct est ton pire ennemi. Mais pour comprendre pourquoi ces réflexes sont mortels, il faut d'abord comprendre ce qu'une bombe nucléaire fait vraiment. Et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine. Et quand on pense bombe nucléaire, on voit quoi? Un champignon atomique gigantesque, une ville entière rayée de la carte, plus rien qui bouge. Le film est simple, tout est détruit, tout le monde est mort. Fin de l'histoire. Ouais. Sauf que c'est faux. Une bombe nucléaire typique de l'arsenal actuel, entre 100 et 300 kilotonnes, ça dévaste un rayon de quelques kilomètres. Quelques kilomètres, c'est énorme, c'est atroce, mais c'est pas une ville entière. Au-delà de cette zone, des millions de personnes survivent à l'onde de choc. Elles sont debout, elles respirent, elles sont en vie, mais elles ne sont pas tirées d'affaire. Pas du tout, parce que le vrai danger, il arrive juste après. Et pour comprendre, il faut suivre ce qui se passe dans le ciel. L'explosion vient d'aspirer des millions de tonnes de débris, poussière, béton, terre, tout ce qui se trouve au sol. Tout ça monte dans le champignon atomique. Et en montant, ces particules se chargent en radioactivité. Elles deviennent des bombes microscopiques. Puis, elles redescendent. En 10 à 20 minutes, elles commencent à retomber, comme de la neige. Sauf que cette neige est invisible. Pas d'odeur, pas de couleur, pas de goût. Tu ne le vois pas, tu ne la sens pas, mais elle te tue. Ça s'appelle le fallout, les retombes radioactives. Et c'est ça, le vrai tueur de masse. Et ce qui rend le truc encore plus vicieux, c'est l'échelle, le blast. L'explosion détruit un quartier, peut-être deux. Les retombes, elles,
menace une région entière. Le vent les pousse sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Et ça, c'est pas de la théorie. En 1954, les Américains testent une bombe H dans le Pacifique, Castle Bravo. L'explosion est 2 fois plus puissante que prévu. Et à 160 km de là, sur l'île Rongelap, une poussière blanche tombe du ciel pendant les heures. Les habitants ne savent pas ce que c'est. Les enfants jouent avec. Ils touchent, ils marchent dedans. C'est de la cendre hautement radioactive. En quelques jours, tout le monde sur l'île tombe malade. Brûlures, vomissements, perte de cheveux. L'île entière sera rendue inhabitable. 160 km. C'est la distance Paris-Rouen. Et ces gens n'étaient même pas la cible. Donc le champignon atomique, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une course contre la montre invisible. Et c'est exactement là que tes réflexes deviennent ton pire ennemi. Ok, donc tu viens de survivre à l'explosion. T'es debout, t'es en vie. Autour de toi, des vitres brisées, de la poussière, du chaos. Et là, ton cerveau te dit une seule chose. Casse-toi maintenant. Et c'est le réflexe le plus naturel au monde. Face au danger, tu fuis. Ça marche pour un incendie, ça marche pour une inondation, ça marche pour à peu près toutes les catastrophes que ton cerveau connaît. Sauf celle-là. Rappelle-toi, les retombes commencent à tomber 10 à 20 minutes après l'explosion. Toi, tu sautes dans ta voiture, tu démarres, tu fonces, sauf que tout le monde a eu la même idée. Les routes sont saturées en quelques minutes. Des véhicules accidentés, des bâtiments effondrés sur la chaussée. Tu avances pas, tu es coincé en plein air, avec le toit de la voiture comme seule protection. Et une voiture face au rayon gamma, c'est rien. C'est comme se cacher derrière une feuille en papier pendant un orage. Les radiations traversent. Mais attends, c'est pire, parce que l'apanage radioactif, il se déplace avec le vent. Et toi, dans ta voiture, sur cette autoroute bloquée, tu ne sais pas dans quelle direction il va. Tu peux littéralement foncer droite vers la zone la plus contaminée, sans le savoir. Pas d'odeur, pas de couleur. Ton GPS ne t'affichera pas attention nuage mortel dans 2 km. D'autant que l'impulsion électromagnétique de l'explosion, l'EMP, a probablement grillé une partie des réseaux. Ton téléphone, ta radio, ton GPS, tout peut être mort. Tu roules à l'aveugle, dans le silence, vers un danger que tu ne peux même pas percevoir. Et pendant ce temps, les particules tombent. Sur ta voiture, sur tes mains si ta fenêtre est ouverte, dans tes poumons si tu respires l'air d'extérieur. Au pic de radioactivité, les premières heures, une explosion en plein air peut donner une dose mortelle en moins de 2 heures. Alors que si tu étais resté à l'intérieur, derrière un simple mur en béton, ta dose aurait chuté de 90%. Un sous-sol en béton, facteur de protection de 200. Ça veut dire que tu reçois 200 fois moins de radiation qu'en plein air. 200 fois. L'abri le plus proche, même imparfait, même un immeuble un peu solide, vaut infiniment mieux que n'importe quelle route dégagée. Rester sur place, c'est contre-intuitif, mais c'est ce que te sauve. C'est le premier réflexe qu'il faut briser. Face au nucléaire, tu ne fuis pas, tu t'abrites immédiatement et tu ne bouges plus. Bien. Disons que tu as compris. Tu es resté à l'intérieur, quelques heures passent et là, tu as soif. L'eau coule encore du robinet. Tu le bois? Et tu remplis un verre, tu regardes, elle est claire, normale, pas d'odeur bizarre. Tu te dis, au pire, je la fais bouillir, ça désinfecte. Mais stop, c'est exactement le piège. La radioactivité, ce n'est pas un germe, ce n'est pas une bactérie que tu peux tuer avec de la chaleur. C'est un atome instable, du césium-137, de l'iode-131, qui émet des radiations. Et un atome, tu ne les fuis pas. Tu peux faire bouillir ton eau pendant 1 heure et les atomes radioactifs sont toujours là. T'as juste de l'eau chaude radioactive. C'est contre-intuitif parce que dans la vie de tous les jours, bouillir de l'eau, ça règle à peu près tous les problèmes. Ouais. Au trouble, tu la fais bouillir. Au d'une rivière, tu la fais bouillir. Ouais. Sauf qu'ici, le danger n'est pas biologique, il est physique. Et la physique, elle ne négocie pas avec ta casserole. Alors, qu'est-ce qui est sûr? L'eau qui était déjà enfermée avant l'explosion. Bouteilles scellées, bidons fermés, citernes couvertes. Tout ce qui n'a pas été au contact avec l'air extérieur depuis la détonation. Ça, tu peux boire. Le robinet? Non. L'eau de la pluie? Surtout pas. Tout ce qui a touché au ciel ouvert est potentiellement contaminé.
Pour la nourriture, même logique. Et tes conserves fermées? Sûr. Le métal a bloqué les particules. Mais les fruits dans ta corbeille, le pain sur ta table, tout ce qui était exposé à l'air libre, contaminé en surface. Si tu n'as que ça, tu peux éplucher, retirer la couche extérieure, mais l'idéal, c'est de s'en tenir à ce qui était scellé. Et là, il y a un mythe qu'il faut casser, et tout de suite, parce qu'à chaque crise nucléaire, c'est la même chose. Les gens se ruent sur les pastilles d'iode. En 2022, quand la Russie a menacé d'utiliser le nucléaire en Ukraine, la Belgique a distribué 30 000 boîtes en une seule journée. Les pharmacies de toute l'Europe se sont retrouvées en rupture de stock. Le problème, l'iode stable, ça ne protège que la thyroïde, et uniquement contre un seul type de radioactivité, l'iode 131. Ce n'est pas un bouclier anti-radiation, ça ne protège pas tes poumons, pas ton sang, pas ta peau. Prendre l'iode et sortir se promener dans le Fallout, c'est comme mettre un casque de vélo et se jeter sous un camion. Le casque fait son job sur ta tête, le reste de ton corps, lui, n'a rien. Bon, tu as de l'eau, tu as des conserves et tu es à l'abri. Mais tu es blessé, ou ton voisin saigne. Ça fait des heures qu'il attend et la question qui monte, c'est les secours, ils arrivent quand? Et c'est là qu'on arrive au moment le plus dur de cette vidéo, parce que ce troisième réflexe, c'est peut-être le plus ancré de tous. Depuis qu'on est gamin, on nous apprend en cas d'urgence, appeler les secours. Le 15, le 18, le 112, quelqu'un viendra. C'est comme ça que le monde fonctionne. Sauf qu'après une bombe nucléaire, ce monde-là n'existe plus. Et pour comprendre, il suffit de regarder ce qui s'est passé la seule fois où ça a été réel. Hiroshima, 6 août 1945. Une bombe de 15 kilotonnes qui est petite par rapport à celle d'aujourd'hui. Et voilà ce que ça a donné. 80% des hôpitaux de la ville détruits. 90% du personnel médical, les médecins, les infirmiers, les chirurgiens, tués ou blessés. Sur 300 médecins dans toute la ville, il en reste 30 debout. 30 médecins pour tous ces dizaines de milliers de blessés. Laisse ce chiffre rentrer une seconde. 30. À l'hôpital de la Croix-Rouge, à 1,5 km de l'épicentre, le bâtiment tient debout à peine. En quelques heures, 1000 blessés arrivent, brûlés, mutilés, irradiés. Ils s'entassent dans les couloirs, dans la cour, partout. 600 d'entre eux meurent presque immédiatement. Il n'y a nulle part où mettre les corps. Alors, on les enterre dans les jardins de l'hôpital. Les jardins, comme ça, à la hâte, entre deux opérations sans anesthésie. Et ça, c'était en 1945, avec une petite bombe. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, avec nos moyens modernes, ça se passerait mieux. Non. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, un pays développé, un système de santé solide, dispose de 600 lits de grandes brûlées, total, pour tout le pays. Une seule bombe nucléaire sur une grande ville peut provoquer 30 000 brûlés graves, 30 000 victimes et 600 lits. Fais le calcul. C'est pas un débordement, c'est un gouffre. Et ce n'est pas qu'un problème de lit, c'est un problème structurel. Les hôpitaux les plus proches de l'impact sont détruits. Les routes pour y accéder sont bloquées. Les ambulances sont sous les décombres. Les soignants sont eux-mêmes blessés. Le réseau électrique est coupé, les réserves de sang, de morphine, d'antibiotiques, s'ils n'ont pas été soufflés par l'explosion, ne suffisent pas pour une fraction des blessés. Et en mars 2025, le Comité international de la Croix-Rouge a dit publiquement ce que tout le monde savait, sans oser le formuler. Aucune organisation humanitaire au monde, aucune, ne peut faire face aux conséquences d'une seule bombe nucléaire. Pas de plan, pas de structure, pas de capacité suffisante. Le système de secours qu'on imagine, les ambulances, les hôpitaux de campagne, les équipes de crise, ce système n'est tout simplement pas dimensionné pour ça. Et selon les estimations, il faut au minimum 72 heures avant que des secours extérieurs puissent même commencer à intervenir. 3 jours, seul. Et là, tu pourrais te dire, alors à quoi bon, si personne ne vient, si tout est détruit, autant de ne rien faire. C'est la réaction la plus humaine du monde, mais c'est aussi la plus dangereuse, parce que ce fatalisme, cette idée qu'après une bombe c'est foutu, que les survivants enverront les morts, c'est un mythe qui tue, pas parce qu'il est faux dans sa description de l'erreur, mais parce qu'il paralyse les gens qui auraient pu se sauver. Parce que si personne ne vient, ça veut dire une chose, c'est toi le plan de secours. Et la bonne nouvelle, c'est que ce plan existe, et il est étonnamment simple. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était le problème. Maintenant, voilà la solution.
Elle tient en 6 gestes. 6 trucs concrets, mémorisables, qui changeront tout. Le premier geste. Si tu vois le flash, cet éclair blanc plus lumineux que tout ce que tu as vu dans ta vie, et tu te jettes au sol, face contre terre, bouche ouverte, les yeux fermés. Le flash voyage à la vitesse de la lumière, mais l'onde de choc, elle met quelques secondes à arriver. Ces secondes, c'est ta fenêtre. Au sol, tu réduis ta surface d'exposition. La bouche ouverte, c'est pour que la surpression ne te détruise pas les tympans. Les yeux fermés, c'est pour ne pas devenir aveugle. C'est pas héroïque, c'est pas spectaculaire, mais c'est ce que te garde en vie pour la suite. Deuxième geste, c'est le plus important. Tu as moins de 10 minutes. Tu te lèves et tu cours vers l'abri le plus solide que tu peux trouver. Et pas ta voiture, pas une cabane en bois, un bâtiment en dur, idéalement un sous-sol en béton. Et là, c'est une question de maths. Une maison en bois, c'est un facteur de protection de 2. Ça veut dire que tu reçois 2 fois moins de radiation qu'en plein air. C'est mieux que rien, mais c'est pas beaucoup. Un immeuble en béton, facteur de 10 à 20, déjà beaucoup mieux. Un sous-sol en béton, facteur 200. Tu reçois 200 moins de radiation. La différence entre dose mortelle en 2 heures et tu es encore en vie 3 jours plus tard. Le troisième geste, tu restes, tu ne bouges plus. 24 heures minimum, idéalement 72 heures. Et c'est là que la règle du 7-10 entre en jeu. Pour chaque multiplication par 7 du temps écoulé, la radioactivité est divisée par 10. Et concrètement, 7 heures après l'explosion, 90% de la radioactivité a disparu. Après 2 jours, 49 heures, 99%. Ce qui était mortel en plein air à T+1 est 100 fois moins dangereux 2 jours plus tard. Le temps est ton allié. La patience, c'est de la survie. Le quatrième geste, et tu ne bois que de l'eau scellée. Bouteille fermée, bidon stocké avant l'explosion, pas de robinet, pas d'eau de la pluie. Pour manger, conserve fermée uniquement. On en a déjà parlé, la physique ne négocie pas. Cinquième geste. Si tu as été exposé à l'extérieur avant de rejoindre ton abri, tu te décontamines. Retire les vêtements, mets-les dans un sac fermé. Douche tiède, savon, sans frotter. L'idée, c'est d'enlever les particules radioactives de ta peau et pas te gratter jusqu'à le sang. Les cheveux aussi, c'est là que la poussière s'accroche le plus. Ce geste simple, une douche, réduit drastiquement la dose que ton corps continue d'absorber. Sixième geste, la radio à pile, parce que le réseau mobile est probablement mort. Ton téléphone ne capte plus et la seule source d'information fiable, ce serait la bande FM ou AM. Si par miracle ton téléphone fonctionne encore, envoie des SMS et pas des appels. Les SMS passent même quand le réseau est saturé. Mais la radio à pile, c'est en lien avec l'extérieur. C'est elle qui te dira quand sortir, par où passer et où aller. 6 gestes. Se coucher, s'abriter, rester, boire sûr, se laver, écouter. Et maintenant, le chiffre qui change tout. Les chercheurs de Johns Hopkins ont modélisé ce qui se passerait si une bombe de 10 kilotonnes, une petite bombe, frappait Los Angeles. Si toute la population menacée par les retombes se mettait immédiatement à l'abri dans les sous-sols, jusqu'à 280 000 vies seraient sauvées. 280 000 pour une seule bombe sur une seule ville, juste en ayant dans les sous-sols et en y restant. Pas de technologie miracle, pas de bunker à 50 millions, un sous-sol, de l'eau en bouteille et de la patience. 280 000 vies pour une seule bombe de 10 kilotonnes sur une seule ville. Mais que se passe-t-il à l'échelle d'un conflit nucléaire réel? Jusqu'ici, on a parlé d'une seule bombe sur une seule ville, et c'était déjà l'enfer. Mais la réalité, c'est que les arsenaux actuels ne contiennent pas une bombe, ils en contiennent des milliers. Et là, les chiffres changeront de nature. On ne parle plus de survie individuelle, on parle de civilisation. Prenons un scénario que des chercheurs ont réellement modélisé. Un conflit entre l'Inde et Pakistan. Pas les États-Unis, pas la Russie. 2 puissances nucléaires moyennes. 250 bombes échangées. Ça représente moins de 1% de l'arsenal mondial. Moins de 1%. Résultat immédiat. 125 millions de morts. Mais c'est pas le pire, parce que ces 250 explosions projettent des quantités massives de fumée et de suie dans la stratosphère. Et cette suie bloque le soleil. Les températures mondiales chutent, et pas d'un demi-degré, de 1 à 8 degrés selon les modèles. Les récoltes s'effondrent, pas seulement en Inde et au Pakistan,
partout, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, jusqu'à 2 milliards de personnes menacées de la famine pour un conflit régional, avec moins de 1% des bombes disponibles sur Terre. Et si on passe à l'échelle supérieure, une guerre entre les États-Unis et la Russie, les deux pays qui détiennent à eux seuls 90% des armes nucléaires du monde. L'université de Princeton a simulé ce scénario. Le résultat, 91,5 millions de victimes dans les premières heures. Pas en quelques jours, en quelques heures. Et après ça, l'hiver nucléaire, le ciel qui s'obscurcit pour des années, des récoltes mondiales qui s'effondrent, des pays qui n'ont jamais été bombardés, qui n'ont aucune arme nucléaire, qui se retrouvent à mourir de faim parce que deux autres pays ont appuyé sur le bouton. C'est ça, le vrai changement d'échelle. À l'échelle d'une bombe, tes gestes te sauvent. À l'échelle d'un conflit mondial, le sous-sol ne suffit plus. La physique ne négocie toujours pas. Mais cette fois, c'est le climat tout entier qui prend le coup. Alors oui, les 6 gestes qu'on a vus restent utiles, ils restent vrais, mais ils ne résolvent qu'une partie du problème. L'autre partie, celle qui dépasse l'individu, elle ne se règle pas avec une bouteille d'eau et un sous-sol en béton. Et pourtant, il y a une chose que tout le monde oublie. Hiroshima, aujourd'hui, 2026. C'est une ville de 1,2 million d'habitants. Des immeubles, des récoltes, des tramways, des restaurants, des gens qui vivent, qui travaillent, qui râlent dans les embouteillages. La radioactivité est revenue à la normale depuis des décennies. La ville que tout le monde imagine comme un désert de cendres éternelles est vivante, prospérée, reconstruite par ceux qui ont survécu. Donc non, une bombe nucléaire ne condamne pas un lieu pour toujours, mais elle condamne ceux qui n'ont pas préparé. Et c'est là qu'un contraste devrait te frapper. La Suisse a des places en abri pour 107% de sa population. Chaque immeuble, chaque quartier, chaque village a son refuge. La France, quasiment rien. La doctrine française tient en phrase « La dissuasion empêchera que ça arrive ». L'un se prépare au pire. L'autre parie que le pire n'arrivera jamais. On a passé 20 minutes ensemble, et si tu devrais retenir 3 choses, c'est celle-ci. 1. Ce n'est pas l'explosion qui tue le plus. Ce sont les retombes et tes réflexes face à elles. 2. Un sous-sol en béton, de l'eau scellée, et 72 heures de patience peuvent sauver 280 vies dans une seule ville. 3. Le vrai danger, ce n'est pas la bombe, c'est de croire qu'on ne peut rien y faire. Rappelle-toi Hawaï, ces gens qui couraient sur l'autoroute, ces parents qui cachaient leurs enfants dans les égouts. Si la bombe avait été réelle, la plupart seraient déjà morts. Pas à cause du feu, pas à cause du souffle, à cause de ce qu'ils ne savaient pas. Le vrai abri, ce n'est pas un bunker, c'est pas un sous-sol, c'est le fait de savoir et de demander à ceux qui décident de nous y préparer. Et comme d'habitude, entraîne ton cerveau et à la prochaine.